2015, l'épargne immobilière des Français se concentrait à 80% sur le territoire français. Et en 2025, elle achète à 80% de l'immobilier à l'étranger. Environ 2 milliards qui sortent du pays chaque année. Mais attention, on ne parle pas des achats des particuliers, mais des fonds spécialisés en immobilier comme les SCPI qui ont décidé d'investir l'argent de plus d'1 million d'épargnants en dehors de la France. C'est une inversion complète en 10 ans, documentée par des organismes spécialisés et qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi cet argent quitte-t-il le territoire? Quels sont les pays qui en bénéficient? Et surtout, qu'est-ce qui a déclenché ce grand basculement de l'épargne immobilière? Et vous allez voir, ce n'est pas qu'une question de rentabilité. Même les immeubles les plus prestigieux de Paris ne sont pas épargnés. Si vous projetez un jour d'investir dans la pierre, sous quelque forme que ce soit, vous devez comprendre ce pivot. Alors, avant d'aller plus loin, un rapide rappel pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, est un fonds d'investissement dans lequel des épargnants achètent des parts. Une société de gestion agréée se charge alors de déployer cet argent dans un parc immobilier et d'en assurer la gestion au quotidien. Les loyers collectés sont reversés aux épargnants chaque mois ou chaque trimestre, proportionnellement aux parts détenues. C'est une alternative de plus en plus prisée pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à l'immobilier sans avoir à en gérer les contraintes, donc les locataires, les travaux ou la paperasse de manière générale. Maintenant, pour saisir ce qui se joue réellement, il faut distinguer deux chiffres. Fin 2025, le marché SCPI pèse environ 89 milliards d'euros de patrimoine immobilier accumulé depuis la création de la première SCPI en 1964. C'est l'héritage de 60 ans d'épargne immobilière française. Et chaque année, les SCPI ajoutent en moyenne 3 milliards d'euros de nouveaux immeubles à ce patrimoine. Et c'est précisément cette collecte qu'on va suivre, car c'est bien celle-ci qui a mis son cap sur l'Europe. Et pour quelle destination exactement? En 2024, le classement est limpide. Royaume-Uni en tête, suivi de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Allemagne et de la Pologne qui ferme la marche mais grimpe de plus en plus vite. Et au-delà de la liste des pays, ce qui frappe vraiment, c'est la vitesse à laquelle l'argent s'y est déployé. 2,3 milliards d'euros sur une seule année. Je vous donne un ordre de grandeur, ça revient à acheter 460 immeubles à 5 millions d'euros chacun. Les SCPI sont devenus des acheteurs incontournables dans plusieurs pays européens. En tout cas, quand un grand immeuble de bureau ou de logistique se vend à Madrid ou à Milan ou à Amsterdam, il y a souvent une SCPI parmi les acheteurs finaux. Et ça s'accélère. Selon les sources, en 2016, moins de 20% des acquisitions des SCPI se faisaient hors de France. Alors qu'en 2024, c'était déjà 56%. Et en 2025, les 3/4. En 2025 d'ailleurs, l'Italie est passée devant le Royaume-Uni sur le premier trimestre 2025. Et pourquoi ? Eh bien, car les rendements ils sont devenus plus élevés. Et notamment parce que depuis 2023, les prix ont baissé en Italie. Alors on y reviendra. Mais comprendre où va l'argent ne suffit pas. Pour saisir l'ampleur du basculement, intéressons-nous d'abord aux causes qui ont poussé les investisseurs français vers l'étranger. Pourquoi tout cet argent sort de France? Alors première chose à comprendre, l'immobilier français a globalement décroché ces dernières années. L'exemple le plus parlant, c'est le marché des bureaux en Île-de-France. À la fin du troisième trimestre 2025, le taux de vacances des bureaux franciliens a atteint 11%. Le nombre de mètres carrés de bureaux loués en Île-de-France au premier trimestre 2026 est au plus bas depuis 20 ans. Alors, pourquoi un tel décrochage? Eh bien, depuis le Covid, le télétravail a durablement changé les besoins des entreprises. Elles louent moins de mètres carrés et quand elles renouvellent leurs baux, elles négocient à la baisse. La demande s'est contractée, l'offre est restée la même. Sauf que ce mécanisme ne semble pas conjoncturel et au contraire, il est en train de s'amplifier. D'ici 2029, selon JLL, environ 54 milliards d'euros de bureaux franciliens devront être cédés par leurs propriétaires actuels, soit un volume colossal que le marché ne peut tout simplement pas absorber en 4 ans. On a donc un stock de plus en plus gros d'actifs invendables qui se forment dans la capitale. Ça ne fait que montrer un problème plus large, qui touche le modèle locatif des grandes métropoles européennes. Partout, dans les capitales les plus chères, les prix d'achat des immeubles ont continué à monter ces 20 dernières années, sans que les loyers suivent au même rythme. De fait, le rendement net se tasse à peu près partout. Mais Paris en est l'illustration la plus extrême. Au deuxième trimestre 2025, un bureau haut de gamme parisien, donc les mieux placés, les plus prestigieux, ne rapporte plus que 4% de rendement. À surface, qualité et emplacement équivalent, on est à 4,65% à Madrid, et environ 5% à Milan, et plus de 6% à Varsovie. Le problème existe ailleurs, mais il est particulièrement visible en France. Alors, la rareté du foncier et le prestige y créent un supplément de prix que les loyers ne permettent plus de justifier. Bien entendu, ceci est un exemple de décrochage du secteur en France, mais de manière plus générale, tous les Français savent que l'immobilier en France traverse une période un peu difficile. Et c'est tout naturellement que les investisseurs ont choisi d'élargir leur cible potentielle
en cherchant des opportunités partout en Europe. Alors sauf que ces deux problèmes, on le disait, existent aussi à des degrés différents dans plusieurs autres pays européens. Et donc retenez bien ça pour la suite. Londres, Francfort, Amsterdam font face au même vent contraire sur leurs bureaux et leur rendement. Donc à eux seuls, ces deux facteurs ne peuvent pas expliquer un retournement aussi brutal que celui qu'on observe en France. Si la France n'avait été qu'un peu moins rentable que ses voisins, le mouvement se serait étalé sur 20 ans. Or, il a été assez massif et concentré sur 3 années à peine. Alors, qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça ? Alors, le facteur qui change tout, c'est la fiscalité française sur les loyers immobiliers. Alors oui, on connaît la réputation française en matière de taxes. Mais là, il y a quelques subtilités à comprendre par rapport aux autres pays. Et vous allez voir, ça donne des écarts assez importants. En France, quand vous percevez des loyers, qu'ils viennent d'un appartement ou d'une SCPI, ces revenus s'ajoutent à votre salaire et à vos autres revenus. Ils sont imposés selon votre tranche d'impôt sur le revenu, à laquelle s'ajoutent automatiquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc pour un épargnant qui se situe dans la tranche à 30% d'imposition, le taux qui s'applique à ces loyers grimpe mécaniquement à 47,2%. Donc oui, sur 100 € de loyer reçus d'une SCPI française, l'État en prend environ 47. Il reste un peu plus de 52 € dans la poche de l'épargnant. Mais regardons maintenant ce qui se passe quand cette même SCPI investit hors de France. Alors, depuis les années 60, la France a signé des accords fiscaux bilatéraux avec une centaine de pays. Le principe est simple. Pour éviter qu'un investisseur soit imposé 2 fois sur le même loyer, on décide à l'avance quel pays prélève l'impôt. Et pour les loyers immobiliers, la règle quasi universelle, c'est que l'impôt est payé dans le pays où se trouve l'immeuble. Quand une SCPI achète un bureau à Madrid, à Berlin ou à Amsterdam, les loyers générés sont d'abord imposés sur place, à des taux très différents de ceux qu'on connaît en France. En Espagne, le taux appliqué au loyer d'un investisseur non résident tourne autour de 19%. En Allemagne, environ 15,8%. Et à peu près pareil aux Pays-Bas. Et côté français, il n'y a pas plus d'impôts à payer, grâce à 2 mécanismes. D'abord, les prélèvements sociaux à 17,2% ne s'appliquent pas, puisque ces loyers ne sont pas considérés comme un revenu de source française. Ensuite, et c'est le point clé, vous avez le droit à un crédit d'impôt. Concrètement, la France calcule l'impôt comme si le loyer européen s'ajoutait à vos autres revenus, puis vous rend un montant de crédit d'impôt calculé à partir de votre taux moyen d'imposition. Le loyer n'est donc imposé en définitive en réalité qu'une seule fois dans le pays où se trouve l'immeuble. D'ailleurs, si vous voulez vous faire un avis plus précis sur la question, je vous invite à utiliser notre simulateur de fiscalité pour SCPI, disponible gratuitement sur notre site. Prenons un exemple facile à comprendre. Un investisseur investit 100 000 € en SCPI en direct, sachant qu'il a déjà 50 000 € de revenus nets imposables annuellement. On imaginerait qu'il est célibataire pour simplifier les calculs. Notre dernière hypothèse est un taux de distribution de 5%, tout à fait raisonnable quand on regarde les rendements actuels. Dans le cas d'un investissement dans une SCPI 100% française, l'investisseur récupérera 2,6% de rendement net contre 3,4% s'il avait investi en SCPI 100% européenne, soit une surperformance de 28%. Alors si vous voulez essayer notre simulateur, vous retrouverez le lien en description. Mais tout ça n'a rien d'un montage exotique. Ce sont des accords officiels signés par la France, parfaitement documentés et utilisés depuis des décennies par les fonds professionnels. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont désormais activés à grande échelle au profit des épargnants particuliers via les SCPI. Alors, petite précision quand même, ce calcul vaut surtout à partir de la tranche à 30%. Pour un épargnant dans une tranche d'imposition plus basse, l'écart se resserre fortement et une SCPI française peut quand même rester préférable. L'avantage européen n'est pas universel, il dépend de votre fiscalité. On voit donc bien que le marché français est plus difficile. L'immobilier de bureau est particulièrement compliqué en ce moment, notamment Paris, comme toutes les métropoles, ne permet plus vraiment de proposer un rendement suffisant par rapport au prix d'achat. La fiscalité française pénalise les loyers nationaux par rapport aux loyers européens. Mais en réalité, ça c'est le cas depuis quelques années déjà. Et ça n'explique pas pourquoi cette fuite s'est autant accélérée récemment. Il y a un dernier élément qui a transformé une tendance lente en une bascule brutale. Alors, petite parenthèse avant d'attaquer la suite. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les SCPI, sachez que sur notre plateforme Louvainvest, on en référence plus de 60. Vous pouvez les comparer une par une, faire vos propres simulations de portefeuille ou même prendre rendez-vous avec nos conseillers. Et avec Louvainvest, vous pouvez même bénéficier d'un cashback de 3% sur les SCPI éligibles. À ce jour, Louvainvest a accompagné plus de 15 000 investisseurs pour plus de 500 millions d'euros et plus de 8 millions d'euros de cashback reversés aux clients. Alors si ça vous intéresse, tous les liens se trouvent dans la description. Maintenant, retour à notre enquête.
Le quatrième facteur, c'est une crise de confiance qui s'est jouée précisément en 2023 et qui a tout fait basculer vers un changement de modèle. Vous allez voir, cette crise a bouleversé le marché de la SCPI, mais a aussi apporté de nouvelles opportunités. Depuis 2022, la Banque centrale européenne a remonté ses taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Et cette hausse a déclenché deux effets simultanés qui ont totalement reconfiguré le marché de l'immobilier européen. Premier effet, les prix de l'immobilier ont baissé mécaniquement partout en Europe. Par exemple, en 2023, les SCPI françaises plus exposées sur ces fameux bureaux franciliens vides ont été obligées de reconnaître officiellement cette baisse. L'investissement en SCPI est un investissement dans l'immobilier qui comporte des risques, qui s'expriment forcément quand le secteur de l'immobilier traverse une période difficile. Alors, suite à cette baisse du prix de l'immobilier, plusieurs SCPI ont dévalué le prix de leur part de 10%, parfois 15%, parfois 20%. Et du jour au lendemain, des épargnants ont vu une partie de leur capital diminuer. Le réflexe a été immédiat. Beaucoup d'entre eux ont voulu sortir. Fin 2025, environ 2,79 milliards d'euros de demandes de retrait restent en attente sur le marché SCPI français, soit 3,14% du patrimoine total. Et là, il faut bien comprendre comment fonctionne une SCPI. Quand vous voulez sortir, la société de gestion ne peut pas toujours vous racheter vos parts directement. Elle doit parfois attendre qu'un nouveau souscripteur arrive avec de l'argent frais. Et c'est cet argent qui vous est rendu. Donc quand les retraits dépassent les souscriptions, comme c'est le cas sur certaines SCPI, eh bien l'épargnant qui veut sortir reste sur une liste d'attente. Alors deuxième effet, pour la plupart des acheteurs, emprunter pour acheter devient beaucoup trop cher. La plupart des grands acheteurs d'immobilier européens, les fonds de pension, les assureurs, les foncières cotées, financent leurs acquisitions à crédit. Et à votre avis, que se passe-t-il quand emprunter devient trop cher ? Ils se retirent du marché. En tout cas, ils achètent moins. Et en quelques mois, l'essentiel des grands acheteurs européens se met en pause. Le marché se fige. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une nouvelle génération de SCPI prend le relais. Alors depuis 2020 et surtout depuis 2023, une vague de nouveaux fonds est née. Iroko, Remake, Wimo, Transition Europe et une trentaine d'autres que vous pouvez d'ailleurs consulter sur notre plateforme. Leur particularité, c'est qu'aucun n'est exposé à l'ancien stock immobilier. Ils ont été lancés vierges avec une stratégie d'investissement européenne dès le premier euro collecté pour bénéficier d'un choix d'opportunités plus vaste, une meilleure diversification et les avantages fiscaux dont on vous parlait précédemment lorsqu'on investit dans le reste de l'Europe. Quorum Origin ont été les premiers à démocratiser les investissements à l'étranger. Et depuis, le modèle a évolué avec l'apparition des SCPI sans frais comme Iroko, Remake ou plus récemment Airstart. En tout cas, les SCPI les plus modernes ont toute tendance à chercher la diversification, aussi bien sectorielle que géographique. Leur autre grande force, c'est que ces nouvelles SCPI dépendent beaucoup moins du crédit bancaire que les grands acheteurs dont je vous parlais juste avant. Là où un fonds de pension ou une foncière cotée finance l'essentiel de ses acquisitions à crédit, une SCPI a un endettement plafonné, en moyenne autour de 18% de son patrimoine. Les nouvelles SCPI lancées dans un environnement avec des taux élevés sont souvent encore en dessous de ces 18%. Alors, le reste, elles le financent directement par la collecte mensuelle de millions de Français qui souscrivent à leur part. Pas de ligne de crédit à renégocier pour chaque achat, juste un flux d'argent frais qui continue d'arriver, même dans ces périodes plus tendues. Pendant que les grands fonds européens étaient à l'arrêt, ces SCPI ont pu acheter cash sur des marchés où elles étaient parmi les rares acheteurs encore présents. Et ces SCPI sont celles qui captent l'épargne aujourd'hui. En 2025, l'ensemble du marché SCPI a collecté 4,56 milliards d'euros, en hausse de 29% sur un an. Mais cette collecte est ultra concentrée. 8 gérants seulement captent près de 75% du total. Et ces 8-là sont précisément ceux dont la stratégie est orientée en majorité vers l'Europe. Donc aux conditions du marché français, en particulier francilien et sa fiscalité, vient s'ajouter une nouvelle tendance qui pousse les épargnants à se diriger vers ce nouveau modèle de SCPI. C'est une nouvelle génération qui investit dans les SCPI européennes, parfois sans frais, et qui cherche à se diversifier au maximum. Alors maintenant, la vraie question, c'est de savoir combien de temps cette fenêtre va rester ouverte, et surtout comprendre comment se positionner. 3 critères concrets reviennent systématiquement dans les analyses des spécialistes. Premier critère, le pays d'investissement. Alors souvent, certaines SCPI cherchent des pays de la zone euro, comme l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie. Pourquoi ? Parce que les pays hors de la zone euro, comme le Royaume-Uni ou la Pologne, paient leur loyer dans une autre devise. On appelle ça le risque de change. Donc entre le moment où le loyer est encaissé sur place et celui où vous le recevez en euros, le taux de change peut bouger. Et ça peut potentiellement grignoter un peu votre rendement, ou au contraire, l'augmenter. Tout dépend de votre profil d'investisseur. Alors après, beaucoup de SCPI récentes investissent justement au Royaume-Uni, en pensant pouvoir maîtriser ce risque de change, voire en tirer profit, et parce que ce marché actuellement, apparemment, manifestement, présente de belles opportunités. On avait reçu Benoît Conny pour en parler sur Remake UK notamment, une SCPI qui est dédiée à la Grande-Bretagne. Alors deuxième critère, la diversification sectorielle.
Un fonds bien diversifié mélange plusieurs types d'immeubles, bureaux, logistique, commerce, santé. Plus la diversification est large, plus le rendement encaisse les chocs. Et troisième critère, la solidité de la société de gestion. Qui gère le fonds, depuis combien de temps et avec quel historique. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'âge en soi, mais la capacité à traverser les cycles, à gérer une crise de liquidité, à négocier des acquisitions dans 5 pays différents. L'expérience en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un épargnant qui veut placer son argent dans la pierre aujourd'hui, l'équation n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Et les possibilités pour aller chercher du rendement en Europe n'ont jamais été aussi accessibles à l'épargnant particulier. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout est gagné d'avance. Une SCPI européenne mal choisie reste un mauvais placement. Alors, si vous voulez creuser le sujet en comparant les SCPI, en faisant vous-même votre simulation de portefeuille ou en prenant rendez-vous avec nos conseillers, tous les liens se retrouvent en description. Et si vous voulez mieux comprendre les stratégies de ces nouvelles SCPI, on a récemment reçu le directeur des partenariats de Remake, Benoît Conny, qui nous explique son pari sur le Royaume-Uni. Alors, on vous le rappelle, investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital ou de liquidité, et les performances passées ne présagent pas des performances futures.